Donc je commence par remercier Hélène de m'avoir proposé de participer à ce séminaire avec elle, et puis plus généralement Figura, bien sûr, et l'UQAM Montréal, où c'est toujours un très grand plaisir de revenir. Donc je commence par quelques mots sur le corpus de séries sur lequel reposent les réflexions qui vont suivre, et je précise aussi que ces réflexions relèvent du work in progress, d'un livre que je suis en train de préparer sur les séries. Donc, première remarque, toutes les séries dont je vais parler sont des séries qui hybrident les deux genres de la science-fiction et du policier. Pourquoi ? Parce qu'elles mettent en scène des détectives du futur, ou en plus généralement des personnages qui remplissent la fonction d'herméneute. Donc on en a tous les exemples que vous avez à l'écran, de Fringe jusqu'à Person of Interest, Orphan Black, sans oublier Dark Matter, Altered Carbon, ou même Westworld et The Handmaid's Tale, qui reprennent les interrogations sur l'identité humaine versus le non-humain, mais où le rôle de l'herméneute revient aussi souvent plus spécifiquement aux spectatrices et spectateurs. Donc je voudrais partir aujourd'hui de deux éléments. D'abord l'œil, qui, à mon avis, est un motif récurrent dans les séries contemporaines, en particulier post-2000. Appartenant à ce que Mittel appelle donc les séries à narration complexe, et on va essayer d'interroger aussi cette notion de complexité, même si ce que vient de dire Hélène remet en question ce que je vais dire après, mais c'est pas grave. Voilà. Deuxième aspect, un changement de paradigme. Donc changement de paradigme pointé par Catherine Hales en 84, et qui m'intéresse entre autres parce qu'il recoupe les 4 traits définitoires de l'imaginaire contemporain de Bertrand, qui sont plus directement en lien avec la culture de l'écran. Ceux de Hales relèvent de l'imaginaire de la science, même si les deux sont liés, car l'imaginaire de la science est indissociable de la société écranique contemporaine, dont les origines sont concomitantes de celles de la révolution du numérique. Évidemment, l'intérêt, ça va être d'essayer de lier les deux. Hélène m'avait dit qu'il faut faire théorique, donc on fait théorique. Le motif de l'œil et le paradigme qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est le paradigme du réseau. L'œil devenant, à mon avis, le symbole de la dynamique implicite à ce paradigme. Donc, œil, réseau et réflexivité. Donc, l'œil, évidemment, renvoie au regard. Ça, c'est relativement évident. Mais ce qui me paraît plus intéressant, c'est que l'œil pointe une dimension réflexive dont Hales parle, je pense aussi, quand elle parle de mutuality of components interaction. Donc je pense par exemple au regard posé dans la diégèse par un personnage sur son monde, qui renvoie en abîme à la position de spectatrice et de spectateur que nous occupons. Je vais y revenir, mais on aurait donc une dimension intra- et auto-réflexive, de même qu'une dimension extra- et méta-réflexive. En fait, les deux genres, SF et policier, ont plus en commun que ce qu'on pourrait d'abord supposer. En particulier la réflexivité. Dans les deux genres, le lecteur et la lectrice sont impliqués dans une dynamique réflexive qui les positionne dans un rapport spécifique à la fiction et à l'effet qu'elle produit. Dans le récit policier, ça c'est très connu, on a une mise en abîme du processus de lecture, le récepteur devient herméneute, voire sémiologue. Mais de la même manière, la réflexivité est à mon avis centrale en SF parce que le genre incite à l'anamorphose, au sens où le regard posé sur le monde possible, que j'appellerais désormais PW, présenté dans la fiction, renvoie par anamorphose au monde du récepteur et à ce qu'il contient de ce futur possible. L'anamorphose repose aussi sur le regard, un double regard en quelque sorte, la prise de conscience de deux images qui correspondent aussi à deux temporalités, puisque dans l'anamorphose, en changeant d'angle par rapport au tableau, on voit autre chose. Donc c'est ce que Dürer a appelé un art de la perspective secrète, et il s'applique bien, je pense, à la SF, qui repose sur la défamiliarisation cognitive. L'anamorphose opère par la mise en regard d'un monde possible, fictif et intradiégétique, et du monde réel des spectateurs et spectatrices. La défamiliarisation cognitive de Sevin peut se décrire en termes de décadrage, de biais dans la perception du monde, à la fois possible, car reposant sur une approche rationnelle, mais étranger, car relevant d'une somme de connaissances qui diffère de celle qui définit notre être au monde. L'œil renvoie donc aussi à l'inclusion de l'observateur, ce que Hales appelle « the inclusion of the observer », soit une présence de la dimension scopique et très souvent une mise en abîme du regard. Donc je voudrais maintenant passer au nouveau paradigme, le paradigme du réseau. Donc l'homme est un animal qui a recours au symbole, c'est ce que nous dit Umberto Eco. Et nous sommes entrés, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale et avec la cybernétique, dans une période qui se singularise par de nouveaux paradigmes. Ces paradigmes sont le socle à partir duquel s'élabore la symbolique de l'imaginaire, qui, selon Pierre Musso, repose toujours sur les innovations technologiques de l'époque. La figure de l'arbre,
qui prévalait à l'époque de Darwin pour décrire l'évolution, laisse place au motif du réseau, Hales le propose aussi, et conduit à une transformation de la symbolique à l'œuvre dans l'imaginaire. Si l'image de l'arbre renvoyait à la stabilité, à la verticalité, à une dynamique ascensionnelle, celle du réseau, en revanche, est synonyme de flux permanent, d'horizontalité et d'une dynamique de la profondeur. Le réseau introduit une nouvelle dynamique spatio-temporelle, car il est toujours potentiellement ouvert. Cette ouverture induit par ailleurs le passage, la circulation, mais le réseau implique aussi un ordre, un système. Il relie et il sépare, comme l'écran selon Bertrand. Le réseau permet cependant de continuer à penser un ensemble, une totalité, que Musso associe à l'image du corps. Autrement dit, deux économies distinctes, celle du numérique et celle de l'organique, sont symboliquement interfacées par ce nouveau paradigme du réseau. L'horizontalité du réseau évoque une structure spatiale complexe et s'inscrit dans l'ambivalence. Le réseau nous oriente soit vers le contrôle, il permet de surveiller et punir, soit vers la circulation et la distributivité, il devient un agent de la libre circulation et de l'échange. Ces deux possibles du réseau expliquent aussi la prévalence d'une dimension politique. En effet, lorsque le réseau est synonyme de contrôle et de surveillance, c'est généralement qu'il est associé à un monde dystopique et orwellien, où l'être humain et ou artificiel est pris dans un système panoptique qui lui échappe. Le réseau devient une structure de contrôle qui peut acquérir une dimension spatiale, avec par exemple le labyrinthe de Westworld. Le système de contrôle peut aussi reposer sur les données virtuelles qui circulent en permanence sur les réseaux, à l'image de l'IA orwellienne de Samaritan dans Person of Interest. La surveillance généralisée du monde fictif de The Handmaid's Tale repose sur The Eyes, et la dimension panoptique est à nouveau implicite. Au contrôle est souvent associée l'image surplombante et déshumanisante de la fabrique du vivant. Dans Matrix, Helix ou Dark Matter, l'être humain devient une entité négligeable qui s'insère dans un système de production du vivant, nouvelle illustration du biopouvoir. Les économies du numérique et du biologique participent cependant de deux espaces-temps rendus compatibles par le processus d'accès et de médiation que représente l'interface. Elles permettent d'accéder au numérique et relèvent de ce que Serrois et Lipovetsky ont appelé l'écran global, l'écran n'étant qu'une des interfaces à prendre en compte. Donc j'ai parlé de rupture dans le système symbolique entre un 19e dont l'imaginaire se déployait par la symbolique verticale de l'arbre et la période contemporaine qui repose sur celle horizontale du réseau. J'ajouterais qu'en termes de symbolique, on a aussi une continuité entre les deux périodes. Le réseau n'est pas sans rappeler une autre image également utilisée par Darwin, celle de la toile, reprise dans les récits de Doyle mettant en scène Sherlock Holmes et dans l'adaptation de la BBC par un détective connecté et qui devient un sujet numérique. La toile, le web, implique déjà l'idée de réseau et le recours à des interfaces que Galloway ne réduit pas à des objets. Il qualifie l'interface de processus, induisant une médiation. Il souligne que l'interface est un effet et non pas un objet. L'effet de l'interface me ramène à la dimension autoréflexive et méta-réflexive des séries qui m'intéressent et qui est donc aussi liée à notre rapport à l'écran. C'est l'interface de médiation qui induit bien un effet sur le récepteur. Donc l'œil implique un regard, et alors que l'œil peut être réduit à un simple objet, le regard implique une subjectivité. Et il permet de passer du motif ou du symbole au mouvement, à une dynamique, et de construire une perspective. Et bien sûr, la polysémie du terme perspective souligne cette subjectivité potentielle. Une perspective anamorphique, une ligne de fuite qui peut opérer dans deux sens. Donc, première possibilité, l'œil symbole. Symbole, en fait, d'une mise en abîme du récepteur. Donc, on pense ici à l'œil de Jack dans le premier épisode de Lost, dont Hélène a parlé tout à l'heure, l'œil devenant le symbole de cette présence du regard du récepteur. Comme l'indique Monica Michelin, Jack ouvre un œil sur une nouvelle scène, tout comme nous pénétrons dans un nouveau monde possible. Nous entrons dans le monde possible par cet œil. C'est le seuil de notre entrée dans la fiction qui se matérialise. De même, Lost se termine sur ce même œil au moment où ce monde possible se referme à la fin de la saison 6. On peut aussi évoquer l'œil de Peter dans la saison 5 de Fringe, après qu'il s'est augmenté du dispositif qui singularise les observateurs. Il voit les différentes timelines possibles et nous adoptons ce regard qui nous est en fait imposé.
La fonction du regard est ici plus complexe car ce nouveau regard de Peter renvoie aussi au regard des observateurs sur le monde fictif, donc à un regard qui participe de l'altérité. Peter étant à ce stade davantage une sorte d'interface entre deux mondes qui s'opposent. Mais c'est aussi un regard pluritemporel qui renvoie à la relativité du temps dans cette série, aussi bien du point de vue intradiégétique, les personnages explorent différentes temporalités, qu'extradiégétique, l'expérience du temps en fiction sérielle. La posture de récepteur est aussi souvent mise en abîme, non plus par le regard mais par l'objet regardé, d'où la présence d'écran et ou carrément d'une télévision dans la fiction. Donc on pense ici bien sûr à Walter Bishop dans Fringe, avec l'écran par lequel il observe le monde alternatif. Et puis on a aussi Walter qui s'adresse aux personnages dans la saison 5 par l'intermédiaire de cassettes VHS que ces derniers visionnent pour poursuivre leur quête jeu de piste dans le monde dystopique et futur des observateurs. La fiction se fait alors intra-réflexive et renvoie à son mode de diffusion télévisuel. Seconde possibilité, donc l'œil interface, permettant la construction d'un monde possible, ou PW, et on est donc là plus dans une dynamique. Donc dans ce cas-là, on part de l'œil, souvent de l'œil du personnage, donc en caméra subjective, ce qui aligne en fait le regard de la spectatrice ou du spectateur, l'œil de la caméra et celui du personnage. Puis ensuite, on pénètre dans l'œil du personnage, devenu interface, qui nous donne accès à un espace dont la nature est généralement autre. Espace hors réalité, espace virtuel, interne au réseau. Donc je vais prendre deux exemples distincts. D'abord un exemple tiré de Dark Matter, où c'est l'œil de l'androïde qui devient l'interface permettant l'entrée et le passage d'un seuil qui ouvre à l'exploration d'un espace alternatif, un espace virtuel créé dans le système de l'ordinateur du vaisseau par Sarah, personnage biologiquement mort, mais dont Five sauvegarde la conscience puis la télécharge dans cet espace du vaisseau et lui redonne donc une vie virtuelle en tant que programme informatique. On dit qu'elle est alive as a computer program, et la capacité à créer son propre environnement virtuel. Voilà. Donc, dans cette séquence, on a d'abord des gros plans sur des cubes dématérialisés en 3D et des travelling obliques qui permettent d'isoler un cube spécifique. Ensuite, on a un travelling avant sur les yeux de l'androïde, donc ça c'est l'aspect qui m'intéresse, un regard caméra pour souligner l'avancée vers le seuil de passage. On voit ensuite le cube bleu dans l'iris, tandis que le travelling se poursuit, et le noir de la pupille se fond petit à petit avec le bleu des cubes, qui renvoie à l'espace dématérialisé du système de bord du vaisseau. L'œil de l'androïde disparaît, et l'on est dans le réseau, puis par travelling arrière cette fois, on va accéder de nouveau au cube bleu, dans lequel la silhouette de l'androïde réapparaît. Elle est parvenue à passer le seuil et se retrouve dans l'espace virtuel et numérique, symbolisé par le cube isolé, où s'est réfugiée Sarah. Donc en fait, la métaréflexivité des séries contemporaines dites à narration complexe permet souvent de révéler les mécanismes à l'œuvre dans la construction d'un monde possible. Donc il peut s'agir de mondes numériques, par exemple Person of Interest, de mondes virtuels, Dark Matter ou Altered Carbon, de mondes fictifs, dans la série Westworld, mais la série Westworld en expose la construction, ou de mondes fictifs pluriels et parallèles, comme dans Fringe. Donc réflexivité et création de mondes possibles. Ici, je voudrais parler d'un autre exemple, c'est l'épisode 11 de la saison 4 de Person of Interest, qui donne accès à ce que Arnaud Regnault a appelé, je le cite, une création du monde par le numérique. On note alors un travelling arrière très fluide et rapide, que je vais vous montrer dans un instant, qui vient à la rencontre du spectateur tout en construisant le monde. Donc dans Person of Interest, la techné émerge comme conscience par la capacité à créer un monde, même fictif, par le logos. C'est tout l'enjeu de la saison 5 qui reprend le principe de l'ouverture-fermeture de l'œil de Jack dans Lost, mais avec une bande son. Une voix, donc, au lieu d'un œil, qui ouvre et clôt la saison et l'ensemble de la série. La voix que l'on entend dans cette incipit de la saison 5 va rester problématique jusqu'à l'épisode 13, et elle crée un suspense certain, puisqu'elle annonce la fin dès le début de la saison, au niveau intradiégétique, mais en tant que voix off, elle renvoie aussi à l'extradiégétique et à Nolan, qui avait annoncé que la saison 5 serait la dernière. Person of Interest affiche donc sa dimension métaréflexive, car la série se pose en machine à créer des mondes, potentiellement aussi à créer des fictions.
Elle crée ainsi des personnages, par exemple dans les derniers épisodes, où l'on voit ressurgir des persons of interest qui sont devenus des agents de la machine. Ainsi, la formule, Hélène nous a expliqué ce que c'était la formule, nourrit l'arc macroscopique, mais aussi les possibles de ce dernier et contribue à la mythologie de la série. Un personnage qui n'était que l'une des expressions de la formule, une person of interest par épisode, devient un agent possible de la structure macroscopique. Par ailleurs, ils deviennent aussi des agents de nouvelles fictions possibles, et la possibilité d'un retour de la série est inscrite dans la diégèse, puisque la fin de la saison 5 propose un reboot potentiel. Donc résumons-nous quelque peu sur cette question de la réflexivité et de l'illusion des mondes possibles. Je vous ai mis d'ailleurs une citation de Hales qui, sur cette question de la réflexivité, me paraît particulièrement intéressante. La fiction sérielle peut, première possibilité, renvoyer à sa propre dimension fictive, c'est-à-dire à la fiction en tant qu'elle est une illusion. Elle reflète alors sa nature et elle devient autoréflexive. On en trouve un bel exemple dans la saison 2 du Sherlock de la BBC, lorsque Moriarty devient un maître de la manipulation des fictions. C'est aussi le cas dans Westworld, où les androïdes vont prendre conscience du fait qu'ils ont un rôle d'acteur à jouer dans une fiction, avec en particulier le personnage de Maeve, qui découvre les coulisses de Westworld. Les rouages du monde possible que représente le parc sont ainsi mis à nu. Les androïdes sont amenés à découvrir dans la fiction ce que le spectateur a découvert par la fiction, la construction d'un monde possible qui fait totalement illusion. Deuxième possibilité, la fiction peut aussi renvoyer à sa capacité à créer des fictions. Elle reflète alors sa dynamique. Je veux dire par là sa capacité à construire une réalité alternative, une simulation, par exemple dans Altered Carbon, Dark Matter ou Person of Interest. La fiction souligne alors son processus de construction, la façon dont elle construit des fictions, mais aussi les limites du dit processus, car ces simulations n'acquièrent pas le statut d'illusion fictive. Les mondes possibles seraient alors d'emblée posés en tant qu'illusion. Enfin, troisième possibilité, plus généralement, cette réflexivité permet de décliner les possibles du format sériel et l'itération propre à la série. Fringe en est un excellent exemple, série formulaire, mais aussi feuilletonnante. Elle propose des stand-alone, des épisodes transfictionnels, des épisodes intermédiaux, une anthologie, des flash-forward, des flash-sideways. Elle introduit des voyages dans différentes temporalités, qui sont aussi de différentes natures, par exemple la saison 4 où Peter n'a jamais existé. Elle propose des excursions dans divers espaces ou univers qui vont de la mémoire d'un autre personnage, Olivia explorant les souvenirs de Scott dans la saison 1, à l'esprit d'un personnage, Peter qui se retrouve dans l'esprit de September, ou dans un autre corps, Belle qui investit le corps d'Olivia cette fois, dans la saison 3, ou bien encore un univers de poche dans la saison 5. La série peut donc mettre en scène d'une part la construction d'un monde fictif, c'est-à-dire s'inscrire dans une démarche auto-réflexive ou d'auto-engendrement, mais aussi mettre en exergue le rôle du spectateur dans ce processus de construction de monde possible et privilégier donc la dimension méta-réflexive. Deux séries récentes sont intéressantes de ce point de vue, Dark Matter et Altered Carbon. On y trouve des univers virtuels qui sont donnés pour tels, contrairement par exemple aux simulations de Person of Interest qui, au contraire, sont des pièges méta-réflexifs tendus aux spectatrices et spectateurs. Ces espaces virtuels renvoient très clairement à l'illusion de la fiction, donc à la suspension de la crédulité ou non qui permet d'adhérer ou pas à la création d'un monde possible. D'ailleurs, dans ces exemples, les personnages perdent conscience de leur réalité initiale et se retrouvent dans l'espace virtuel, mais la dimension factice de ces simulations nous est constamment rappelée par leur corps inerte qui demeure dans la réalité fictive. Ces simulations sont donc d'emblée présentées comme des illusions, des constructions fictives, et le corps du personnage évoque peut-être aussi celui du récepteur. L'autre point commun entre ces deux séries est que les personnages se rebellent dans la simulation, expriment verbalement le caractère factice de l'univers virtuel. Par exemple, Dark Matter, None of this is real, et parviennent même parfois à s'en extraire. Donc, boîte à outils du monde possible. La mise en abîme de cette dynamique de création d'un monde possible s'appuie sur les caractéristiques premières et primordiales pour créer un monde. Un monde repose sur un espace-temps. Là encore, les séries sur lesquelles je travaille déclinent et mettent en abîme ces deux dimensions. Donc juste quelques exemples.
Pour ce qui est de l'espace, on trouve des variations sur l'espace dans Dark Matter, avec le non-lieu que représente par exemple la Pocket of No Space de l'épisode 2 de la saison 3, qui rappelle d'ailleurs l'univers de poche de Fringe. On trouve un autre exemple dans Intelligence avec les non-lieux des rendus virtuels qui ont une spécificité, ils servent l'enquête et participent donc de la reconstruction d'un récit spécifique, celui du crime. Altered Carbon propose aussi des variations sur l'espace virtuel avec l'hôtel de l'intelligence artificielle Edgar Allan Poe et le lieu où il s'occupe de léser. Dans Dark Matter, on a également des univers parallèles non virtuels, comme dans Fringe, et des espaces virtuels localisés dans le système de l'ordinateur de bord du vaisseau, qui est résolument assimilé à un cerveau. Et là, on a le retour à la métaphore du corps, dont parle aussi Musso et qui n'est pas nouvelle. Puisque l'androïde ou les personnages s'interfacent avec ces espaces par ce qui est appelé un lien neuronal, neural link, qui renvoie à la notion de réseau de neurones artificiels. Pour ce qui est du temps, on pense aux simulations des saisons 4 et 5 de Person of Interest, qui sont des variations temporelles dans lesquelles les événements peuvent se répéter ou pas. La torture à laquelle est soumise Shaw opère par répétition de simulation, et on retrouve ce principe dans Altered Carbon. Le récepteur peut être soit au fait de la manipulation ou pris au piège de cette dernière. Le temps permet aussi d'introduire des mondes possibles futurs ou passés et des simulations de mondes possibles. La machine de Person of Interest envisage littéralement divers scénarios, dont l'épisode 11 de la saison 4, brillamment intitulé If, Then, Else, posant une équivalence entre code et programmation informatique d'une part et création-écriture d'un scénario d'épisode d'autre part. On rencontre par ailleurs ces voyages dans le temps dans Fringe, bien sûr, mais aussi dans Dark Matter, avec l'épisode 9 de la saison 3. Comme dans Fringe où Peter explore des futurs possibles, Dark Matter consacre cet épisode au voyage dans le temps, lorsque les personnages se retrouvent 600 années en arrière, sur une Terre qui ressemble à celle des années 80 de Stranger Things, avec leurs gamins à vélo. L'épisode 4 de cette même saison propose une seconde variation sur le temps, en jouant de l'opposition classique entre linéarité temporelle et cyclicité. Il s'agit aussi d'un jeu sur la répétition et ou la variation, une facette centrale de la sérialité. Donc les personnages sont pris dans une boucle temporelle dont seul l'un d'eux, Boone, semble avoir conscience. Outre le comique de répétition et de situation qui enfle à mesure que le personnage diversifie ses stratégies pour prouver aux autres qu'ils sont bien dans une boucle, cet épisode pose littéralement la question de la série et de la répétition, qu'Umberto Eco associait déjà à la fiction populaire dans son article Innovation et répétition. L'épisode propose aussi un voyage dans le futur qui relève du flash-forward, comme la série éponyme et inachevée de 2009. L'épisode se distingue cependant par sa dimension réflexive, puisqu'il offre en fait un voyage dans le temps de la série, en annonçant des épisodes visiblement majeurs mais à venir. The future is fluid, déclare tout dans l'épisode 12 de la saison 3, et la série souligne ainsi que le futur d'une série l'est également, d'autant que la série n'a pas été renouvelée pour une 4e saison. Du coup, cette fenêtre sur le futur, toute fragmentaire soit-elle, est tout ce qu'il nous reste. Donc métaréflexivité et série complexe, ce sera mon dernier point. Donc je pense qu'on pourrait distinguer entre une métaréflexivité intradiégétique, donc par exemple dans Person of Interest, la dimension métaréflexive expose la facticité de la fiction et la suspension of disbelief qu'acceptent spectatrices et spectateurs. La réflexivité est interne à la diégèse, car ce sont les personnages eux-mêmes qui évoquent leur propre statut fictif. On a un phénomène du même ordre dans Westworld, lorsque les androïdes prennent conscience du fait qu'ils ou elles jouent un rôle. Westworld joue d'ailleurs sur plusieurs niveaux de monde possibles. Premier niveau, le niveau intradiégétique, le monde de Westworld où vivent les androïdes. Second niveau réflexif, donc relevant de la mise en abîme parce qu'il renvoie au nôtre, cette fois, le monde fictif des visiteurs avant qu'ils ne se rendent dans le parc. Les visiteurs renvoient alors aux spectatrices et spectateurs de la série, en particulier lors des scènes d'arrivée à Westworld, où ils entrent dans le parc comme on entre en scène, après avoir revêtu les habits nécessaires et choisi le chapeau adéquat, ou comme nous, spectateurs, entrons dans un monde possible et devenons les actants de ce dernier. Troisième niveau métaréflexif et métaleptique, les coulisses et la machinerie, qui fait fonctionner ce monde. Et là, c'est la théâtralité qui est convoquée,
mais aussi le cinéma, lorsque l'on voit les androïdes répéter scènes et scripts. Cet envers du décor est fondé sur l'image et le principe du produit de consommation, consommable et jetable. D'où l'usine de traitement des androïdes qui évoque l'abattoir, le recyclage et la morgue. Dans ce passage, le spectateur est forcé d'adopter le regard de Maeve et découvre avec elle cet envers du décor. Le sentiment de défamiliarisation est vécu par le personnage de l'intérieur de la diégèse, mais la caméra subjective force le récepteur à adopter ce champ de vision, cette perspective. Il découvre par son regard. Cette série joue de la métalepse et souligne que la manipulation du récepteur peut s'opérer dans comme par la fiction. Le piège de l'illusion fictive est aussi exposé dans la saison 2 de Mr. Robot. On découvre ainsi à l'épisode 7, sorry for the spoiler, que tous les épisodes visionnés jusqu'alors sont des épisodes fiction, des simulacres, des fantasmes, bref, des images projetées par le personnage narrateur, qui sont aussi les images projetées sur notre écran et qui dessinent un monde dans lequel nous sommes entrés sur la foi de la voix off d'Eliot à la première personne. Ce piège repose sur la narration à la première personne, très classiquement, qui, comme dans The Handmaid's Tale, introduit un prisme exclusif d'accès au monde fictif. Plus dans le roman d'ailleurs que dans la série. Mr. Robot montre avec cet épisode que tout processus narratif peut impliquer une manipulation, la création d'une illusion fictive, mais qui renvoie aussi à un jeu avec le récepteur. Métaréflexivité extra-diégétique, donc la métaréflexivité s'affiche souvent par le ludique. Et en proposant, et c'est ce que nous a montré aussi Hélène, en proposant une réfraction entre réception et création de la série. On pense ici à nouveau à Westworld et à l'utilisation du champ sémantique du jeu de l'acteur, film ou théâtre. Le métalangage des techniciens créateurs de ce monde simulacre renvoie aussi aux techniciens créateurs de la série que nous sommes en train de regarder. Ford crée des fictions pour ses acteurs, Nolan en crée pour nous. On peut rapidement repérer d'autres types de jeux plus formels, donc sur le format ou sur le genre. Par exemple, des jeux transmédiatiques, donc, qui apparaissent par exemple dans le recours à divers médias et formats, autres que l'image sérielle, propre aux séries télé, mais qui relèvent aussi de la sérialité. Je pense en particulier au comic book, qu'on trouve dans Fringe, mais aussi dans Utopia ou dans Heroes. Jeu intergénérique, donc qui s'opère à différentes échelles, de l'ensemble de la série à la saison ou à un seul épisode. Par exemple, le western dans Westworld, la dystopie orwellienne dans la saison 5 de Fringe, l'intertextualité entre Orphan Black et l'île du Docteur Moreau. À l'échelle de l'épisode, et des stand-alone donc dans Fringe qui sont transgénériques, la comédie musicale, le film de série B à la Chandler. Des clins d'œil intergénériques peuvent aussi permettre de souligner la notion de performance de l'acteur. Et là, je pense à Dark Matter, au personnage de l'androïde en Cowboy, qui rappelle le space western à la Firefly, ou l'androïde en Femme fatale du roman noir, habillé en vamp, que vous avez aussi sur la slide. On a aussi des jeux intermédiatiques, Westworld bien entendu, mais je pense surtout à Orphan Black et aux jeux sur le cinéma, le théâtre et la série télé dans cette série. Le jeu sur la performance de l'actrice renvoie aussi à la notion de sérialité, au sens de la série de clones, qui n'est pas une reproduction du même à la Benjamin, destructrice de l'aura de l'original, car les clones sont dans Orphan Black des métonymies de la singularité et de l'originalité, et non le produit en série, industriel et breveté, que Néolution voulait faire d'elle. Et ça, c'est un aspect qu'Hélène a aussi développé dans le numéro d'O30 qu'on a coordonné ensemble. Autre aspect repérable ici, la question de la performance, au sens de Butler. Donc la réalisation d'un soi, et on note que Butler utilise elle-même la métaphore du théâtre. Vous l'avez dans la citation qui est un petit peu coupée. On a donc là un clin d'œil à la forme sérielle qui repose bien sur la répétition, mais aussi sur la variation. Et je pense en particulier à l'épisode 8 de la saison 5, où on voit Félix en showman ou showrunner, qui présente les personnages et l'actrice et la fin de la série, dans un passage qui évoque clairement les applaudissements de la fin d'une pièce de théâtre et la performance de l'acteur. Donc pour terminer, je vous remets les traits avec lesquels j'ai commencé. Donc certains traits sont clairement similaires. La fluidité évoque la logique des flux, l'inclusion de l'observateur renvoie à la folie du voir ou à la soif de réalité. Par contre, on a une divergence de taille sur la question de la fragmentation. Absence de fragmentation chez Hales, parce que pour elle, liée à l'interaction mutuelle entre les composantes, donc à la réflexivité,
quel que soit le sens et le niveau, alors que Bertrand parle de morcellement du sensible. Peut-être parce que Hales et Bertrand ne sont pas exactement de la même époque et qu'ils ne parlent pas exactement de la même chose. Hales parle, mais cependant quand même, Hales parle dans les années 80 et je pense qu'elle voit encore le monde comme potentiellement homogène, alors que Bertrand est très clairement post-9/11, don't take it personally, et post-année 2000 ou post-2010. Il se situe dans une réflexion sur l'écran et ce qu'il induit de notre rapport au monde en termes de déréalisation. Mais au-delà des divergences qu'il faudrait continuer à creuser, ce qui m'intéresse, c'est l'omniprésence de la fluidité, du flux et du réflexif. Travelling et interaction mutuelle entre les différentes instances, intra-extradiégétique, auto-méta-réflexif. En plus de ça, on a aussi un changement de paradigme que je voudrais lier à une différence entre les années 80 et les années 2010, le phénomène sériel, qui, à son tour, peut être analysé comme une sorte de compensation de la fragmentation, ou tentative de compensation de la fragmentation, au sens où la série télé, du fait même de son format, s'inscrit à la fois dans la répétition et dans l'innovation. Elle joue de l'opposition entre la partie et le tout, le détail et l'ensemble, et là la question du paradigme indiciaire de Ginsburg serait intéressante à reposer, mais évidemment j'ai pas le temps. La série télé s'inscrit à la fois dans le fragment, l'épisode et le tout, la saison, la série. Elle joue des deux. Elle joue même sur tous les tableaux, en fait, et surtout depuis 2010, même si Hélène vient de nous montrer le contraire, en s'affichant comme mise en abîme de la sérialité et remise en question permanente de la notion même de série. La série télé comme œil du cyclone, point de suspension paradoxale, lieu de réflexion sur des symboles et des paradigmes qui fondent la période contemporaine et attestent de la complexité de notre rapport au monde en culture de l'écran. Je vous remercie.